Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? OK, très bien. On va commencer par se présenter, allez-y Agnès et Alexia du coup. Bonjour à tous. Mon micro, alors je m'appelle Agnès Jourlet, je suis, juriste syndicaux. Ouais. Pardon, je recommence. Je suis Agnès Jumet, je suis juriste TIC Santé à l'AMF depuis presque 3 ans, dans l'équipe de Frida Meniga. Et voilà, on n'est pas les de citer aujourd'hui, toutes les trois. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia Carrère et je suis également juriste TIC Santé dans l'équipe de Frida. Bonjour à tous, donc Frida Mayega, donc je suis responsable juridique du service droit de la santé nouvelles technologies. Alors on est dans la même salle, on essaie de switcher avec un seul micro, donc si jamais vous ne nous entendez pas, moi je ne vous vois pas parce que je projette, mais n'hésitez pas à écrire dans le chat et on verra comment on fera, soit on coupera nos micros au fur et à mesure. Alors, merci à tous de vous rendre disponibles pour cet atelier qui a été mis en place dans le cadre de la Paris Santé Campus Academy. Donc, l'objectif aujourd'hui, ce sera de vous présenter le cadre juridique applicable aux données de santé. Alors, pour commencer, très rapidement, donc, on a l'Agence du numérique en santé. Qu'est-ce que l'Agence du numérique en santé? Donc, on a un groupement d'intérêt public dans le secteur du numérique en santé. Et donc, l'agence a 3 grands rôles. Donc, un rôle de régulateur, puisqu'on définit les règles communes en matière de e-santé. Alors, ça passe par quoi? Par l'élaboration notamment de référentiels de sécurité et d'interopérabilité. Et on travaille également à la définition du cadre juridique de l'e-santé en lien avec la délégation ministérielle du numérique en santé. Donc, le deuxième rôle de l'ANS, c'est un rôle d'opérateur, puisqu'on intervient en qualité de structure de portage opérationnel et on met en œuvre des programmes d'envergure nationale notamment. Par exemple, on pourrait citer le système d'information des SAMU ou les systèmes des centres antipoison. Le troisième rôle de l'ANS, donc, c'est qu'on a un rôle de promoteur, de valorisateur, puisqu'on contribue au déploiement et à l'accompagnement des acteurs de l'écosystème de l'e-santé, en accélérant notamment les usages. Alors, au sommaire aujourd'hui, donc, on va tout d'abord commencer par vous rappeler ce qu'est une donnée de santé, quels sont les textes applicables et le régime juridique applicable au traitement des données de santé, quelles sont les formalités qu'un responsable de traitement, notamment, doit mettre en place lorsqu'il souhaite mettre en œuvre un traitement de données de santé à caractère personnel. Est-ce que lorsqu'on souhaite mettre en place ce traitement de données de santé à caractère personnel, il faut s'interroger sur est-ce que je suis obligée ou non de réaliser ce qu'on appelle une AIPD, analyse d'impact sur la protection des données. On va vous faire un focus également sur le secret professionnel, l'échange et partage de données de santé, et ensuite un focus plus opérationnel sur des projets qui sont gérés par l'ANS, donc la messagerie sécurisée de santé. On va également vous parler de mon espace santé. Alors, même si l'ANS n'intervient pas en qualité de responsable de traitement dans le cadre de mon espace santé, elle intervient quand même, notamment dans le cadre de l'évaluation continue des applications référencées dans mon espace santé. Et enfin, on vous fera un focus sur l'hébergement des données de santé. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Agnès qui va vous rappeler justement ce qu'est une donnée de santé. Je vais essayer de parler fort, mais vous n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas très clair. Alors, qu'est-ce qu'une donnée de santé? On trouve la définition dans le RGPD, l'article 4 précisément. Une donnée de santé au sens du RGPD, c'est une donnée relative à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique. Donc, c'est une notion, on peut le voir, qui est assez large. Il y a 3 catégories qui peuvent se détacher. La première est la plus évidente, ce sont les données de santé par nature, donc les pathologies, des antécédents médicaux, des traitements des handicaps, ça paraît assez logique. Mais on a aussi des catégories un peu plus subtiles. Certaines données sont des données de santé par croisement avec d'autres données. Ça va être le cas pour celles qui permettent de tirer une conclusion sur l'état de santé d'une personne physique.
Par exemple, le croisement de nombre de pas avec la mesure des apports caloriques, vous avez quelques exemples, croisement de la tension avec la mesure de l'effort. Ça va nous permettre, en croisant des données, d'avoir des informations sur la santé d'une personne. Donc, ça en devient des données de santé. Et puis, le troisième cas, qui est encore un peu plus indirect, ce sont des données qui vont devenir des données de santé en raison de leur destination. Donc, ça peut être des informations qui, a priori, n'ont pas de rapport avec la santé, mais qui deviennent des données de santé lorsqu'elles sont collectées ou utilisées dans le domaine médical. Ça peut être le cas du genre, de l'orientation sexuelle ou du statut marital, par exemple. Je vais faire un petit focus sur le NIR, qui a un statut particulier. C'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Le NIR, donc le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ou numéro de sécurité sociale, hein, plus largement utilisé comme terme. Malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une donnée de santé. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préciser que ça reste une donnée particulièrement sensible, puisque dans le NIR, on a des informations qui permettent d'identifier un individu et qui révèlent des informations sur lui. À ce titre, le NIR a un statut particulier, à tel point qu'on a un décret qui date de 2019, qu'on appelle décret cadre NIR en général, qui liste exhaustivement toutes les utilisations possibles du NIR pour chaque secteur d'activité, la protection sociale, santé, logement, travail, justice, etc. Donc, bien que le NIR ne soit pas une donnée de santé au sens du RGPD, ça ne veut pas dire pour autant qu'on en fait ce qu'on veut, et on a quand même un encadrement strict et particulier de cette donnée-là. Alors, je vais prendre la suite sur Agnès et vous présenter le cadre juridique, enfin les textes un peu plus généraux qui viennent s'appliquer aux données de santé. On retrouve le RGPD et la loi informatique et liberté de 1978, qui sont en fait les textes qui viennent encadrer les traitements de données à caractère personnel plus généralement, mais aussi du coup les données de santé qui sont du coup des données sensibles encadré également par ces textes. On a aussi les textes, enfin, le Code de la santé publique qui vient encadrer le secret professionnel, qui prévoit des dispositions relatives au référentiel de sécurité et d'interopérabilité des données de santé. Donc, ça va être tous les référentiels techniques et opposables qui vont être mis en place pour assurer la sécurité des systèmes d'information et des données qui vont être traitées par ces systèmes d'information. On a également les dispositions sur l'hébergement de données de santé. Je ne liste pas tous les articles, sinon je vais y perdre ma voix, je pense. Ensuite, on a les dispositions relatives à la mise à disposition des données de santé. Et enfin, les dispositions relatives à l'interdiction de procéder à une cession ou à une exploitation commerciale des données de santé. L'objectif, c'est qu'on va repasser un petit peu par-dessus, enfin, reciter ces textes dans la plupart de ces textes dans notre exposé. Et dans un premier temps, nous allons vous présenter le régime juridique applicable d'abord aux données personnelles dans leur généralité, et Frida reviendra ensuite un peu plus en détail sur le régime juridique applicable aux données de santé en tant que données sensibles. Alors, le régime juridique pour les données personnelles, il est posé, comme je l'ai dit, par le RGPD, la loi informatique et liberté. Ces textes prévoient notamment, je ne vais pas revenir sur tout le détail, mais je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà sensibilisés aux règles du RGPD. Les acteurs, du coup, doivent se déterminer qui est responsable du traitement de données, c'est-à-dire qui va déterminer les finalités, les objectifs du traitement et les moyens qui sont mis en place pour ce traitement. Par exemple, dans le cas de l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé, ça peut être, dans certains cas, pas tout le temps, le professionnel de santé ou alors la structure pour laquelle il va exercer. On retrouve aussi l'obligation de déterminer les finalités des traitements, c'est-à-dire vraiment définir le but de pourquoi est-ce qu'on va collecter une donnée, même avant de la collecter. Il faut que cette finalité, elle soit explicite et légitime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier qu'on collecte une donnée pour une raison qui n'est pas légitime et conforme au cadre juridique plus général.
On a aussi l'obligation de déterminer une base légale, c'est-à-dire que tout traitement de données à caractère personnel doit se baser sur une des 6 bases légales posées par l'article 6 du RGPD. On retrouve notamment le consentement ou alors le besoin de faire le traitement dans le cadre de l'exercice d'une mission d'intérêt public ou un intérêt légitime. C'est le cas, par exemple, pour l'intérêt légitime des traitements, souvent des traitements RH qui sont faits dans l'intérêt légitime de l'entreprise ou de la structure. On retrouve aussi l'obligation de déterminer les durées de conservation, c'est-à-dire que dès qu'on va collecter notre donnée, pendant combien de temps est-ce qu'on va la conserver? On ne peut pas ne pas définir de données, on ne peut pas collecter une donnée ad vitam aeternam. C'est en lien justement avec le principe de minimisation, qui est en fait l'obligation de collecter une donnée pour l'objectif qu'on lui a fixé et de collecter uniquement les données qui sont nécessaires à l'atteinte de cet objectif. C'est-à-dire qu'on ne va pas collecter toutes les données d'état civil d'une personne si on n'a besoin que de son adresse mail, par exemple. On retrouve aussi l'obligation de respecter le droit des personnes concernées par les traitements. Ça passe par l'obligation de les informer sur le traitement avec des mentions obligatoires qui sont listées dans le RGPD. Ces personnes concernées, elles ont plusieurs droits qui vont dépendre un petit peu de la finalité, de la base légale qu'on aura donnée à notre traitement. On retrouve notamment le droit d'accès, le droit d'opposition au traitement. On a aussi le droit de limitation et de portabilité. Je ne vais pas revenir sur chacun de ces droits, mais on voulait quand même rappeler ces grands principes-là. Et on a aussi l'obligation de mettre en œuvre les mesures de sécurité organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données, qui est en fait une obligation très importante pour nous, ANS, parce qu'on détermine pas mal de ces règles techniques de sécurité. On retrouve notamment, par exemple, l'obligation de mettre en place des authentifications fortes. Ça passe, par exemple, dans le cadre de la santé, par la mise en place de ProSanté Connect, ou alors de la CPS, la carte professionnelle de santé, ou de la ICPS. C'est des moyens d'authentification qui sont mis en œuvre par l'ANS, mais aussi l'obligation de tracer les accès pour s'assurer qu'il y a bien un suivi de qui accède à quelles données et bien sûr de gérer les habilitations d'accès à ces données. Et enfin, on a l'obligation de documenter la conformité, c'est-à-dire de mettre en place la documentation interne comme la fiche registre ou encore, on le verra plus tard, l'analyse d'impact sur la protection des données. Merci Alexia. Alors, avant de faire un focus sur le traitement des données de santé, ce que je n'ai pas dit au début de séance, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou si besoin. Moi, je n'ai pas accès à mon écran, mais Alexia et Agnès, si vous voyez à un moment donné qu'il y a une main levée, n'hésitez pas à m'interrompre. Alexia vient de rappeler le régime juridique applicable. Donc, moi, je vais faire un focus sur les données de santé. Donc, tout à l'heure, Agnès, hein, elle vous a préciser ce qu'étaient des données de santé. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les données de santé sont des données sensibles et dont le traitement, il est en principe interdit. On a de nombreuses exceptions encadrées par le RGPD qui permettent justement leur traitement. Alors, Alexia en parlait tout à l'heure. Donc, on a tout d'abord le consentement de la personne concernée, sauf quand la loi prévoit que ce consentement ne suffit pas. On va avoir tous les traitements qui sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine. On va avoir ensuite les traitements qui sont nécessaires aux fins de tout ce qui est médecine préventive, diagnostics médicaux, administration de soins ou traitement de la gestion de services de santé. Pour vous donner un exemple très simple concernant cette catégorie-là, ça va être par exemple les traitements qui sont réalisés par un médecin au sein d'un établissement de santé. On va avoir ensuite les traitements qui comportent des données concernant la santé. Alexia en parlait tout à l'heure, qui sont justifiés par l'intérêt public, ou alors le traitement qui est nécessaire au respect d'une obligation légale. Alors, avant le RGPD, on avait ce qu'on appelle, le responsable de traitement notamment, avait ce qu'on appelle des formalités préalables à réaliser auprès de la CNIL, autorité compétente en matière de protection des données. Donc, avec l'entrée en vigueur du RGPD, et j'y reviendrai tout à l'heure, les formalités préalables ne sont plus obligatoires pour tous les traitements. En revanche, on a toujours le régime d'autorisation qui s'applique pour les traitements automatisés dont la finalité est
où devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé. On va avoir aussi tout ce qui est évaluation ou analyse des pratiques, activités de soins de prévention. Ensuite, donc, comme je disais, une autorisation préalable auprès de la CNIL qui est nécessaire, voire une analyse d'impact qui devrait être transmise à la CNIL. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc, quels sont les traitements, alors sans tous les lister, mais qui ne nécessitent plus la réalisation de formalités préalables auprès de la CNIL. Donc, on va avoir notamment, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, donc on va avoir notamment les traitements pour lesquels la personne concernée elle a donné son consentement express, les traitements qui sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée. On va avoir également les traitements qui ont pour fin tout ce qui est le suivi thérapeutique, médical, individuel des patients, les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention, et les traitements mis en œuvre aux fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie. Alors, petit disclaimer, alors effectivement, donc, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, donc ces traitements-là ne sont plus soumis à des formalités préalables à accomplir auprès de la CNIL. Toutefois, en tant que responsable de traitement notamment, mais également les sous-traitants, vous êtes tenus de mettre en interne des moyens permettant de garantir la sécurité et la protection des données, notamment d'un point de vue juridique. Ça passe, par exemple, par la documentation de la conformité, plus connue sous le nom de mise à jour tenue du registre de traitement RGPD, et si nécessaire, voir la réalisation d'une analyse d'impact sur la protection des données. Alexia, ça fait une belle transition. Alexia va revenir sur les conditions dans lesquelles une analyse d'impact sur la protection des données est nécessaire. Alors du coup, en effet, je vais l'appeler AIPD, parce que c'est un peu long, et l'AIPD du coup est nécessaire lorsque le traitement des données est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Dans ce cas, le responsable de traitement devra mettre en place cette documentation. Pour la présenter un peu de manière schématique, l'AIPD s'est composé d'une description détaillée du traitement qui reprend en fait des éléments qu'on peut retrouver dans certaines fiches de registre, d'une analyse juridique et d'une analyse plus technique dans l'objectif général de caractériser les risques sur les données, les risques aussi pour les personnes concernées sur leurs droits, surtout, c'est pour ça que l'AIPD a été créé, et leurs impacts sur la vie privée des personnes. Alors, les questions qu'il faut se poser lorsqu'on se demande si une AIPD est nécessaire ou pas, il y en a plusieurs, il y en a 9 en fait, c'est 9 critères, j'y reviendrai plus tard. D'abord, c'est la question de savoir si le traitement comporte une évaluation, un scoring relative à la personne concernée, comme l'évaluation de son état de santé ou alors l'évaluation dans le cadre d'applications sportives le scoring de la personne dans le cadre de ces applications. Ensuite, on se pose la question de savoir si une décision automatique avec effet juridique ou affectant la personne de manière significative est réalisée suite à la mise en œuvre du traitement. C'est par exemple l'ouverture de droits à des remboursements ou justement le refus de certains droits à remboursement. On a aussi la question de savoir si une surveillance systématique est mise en place. C'est notamment les dispositifs de géolocalisation utilisés pour surveiller les personnes âgées ou les nourrissons. On a aussi la question de est-ce que le traitement comporte des données sensibles. Alors, il y a plusieurs types de données sensibles, mais là, on se concentre vraiment sur les données de santé. Donc, est-ce que notre traitement comporte des données de santé? Nous, on part du principe que là, dans notre exposé, que oui, donc ça fait déjà une de ces questions de répondu. Ensuite, est-ce que ce traitement est un traitement à grande échelle? Est-ce qu'il y a un croisement de données, comme le précisait Agnès dans la définition des données de santé? Dans certains cas, on a une donnée qui n'est pas une donnée de santé en tant que telle, mais en croisant en fait plusieurs données, on va pouvoir en tirer des conséquences sur l'état de santé de la personne. Ensuite, on se pose la question de savoir si le traitement concerne des personnes vulnérables, comme des personnes âgées ou des mineurs.
Est-ce qu'il porte sur un usage innovant? Et enfin, est-ce que ce traitement peut entraver l'exercice d'un droit ou l'exécution d'un contrat? C'est le cas des droits aux prestations sociales. Et du coup, pour revenir sur quand est-ce qu'une AIPD est obligatoire? Une AIPD est obligatoire si on a répondu oui à l'une des deux questions posées précédemment. En fait, c'est 9 critères qui sont posés par la CNIL, et si 2 de ces critères sont remplis, dans ce cas, il y a en effet une obligation de réaliser une AIPD. Et ensuite, l'AIPD est obligatoire lorsque le traitement figure dans la liste qui est posée par la CNIL des traitements et des opérations qui sont soumis à une AIPD. Par exception, du coup, une AIPD n'est pas obligatoire quand justement on n'a pas de risque élevé sur les données et que les critères ci-dessus ne sont pas remplis. On a aussi une liste de la CNIL qui liste les différents traitements où une AIPD n'est pas obligatoire. Lorsqu'une AIPD a déjà été menée sur un traitement équivalent ou semblable, il n'y a pas besoin de refaire une AIPD sur le même traitement. On a aussi des cas où si le traitement est issu d'une obligation légale, il n'est pas nécessaire de faire une AIPD. Il y a d'autres exceptions, mais je ne vais pas les citer toutes maintenant. Je passe la parole à Agnès, qui va présenter le secret professionnel. Oui, merci. Ça nous paraissait important de consacrer quelques slides au secret professionnel quand on aborde ce thème des données de santé, du traitement des données de santé, puisque le principe, celui qu'il faut retenir avant tout, c'est le principe du secret professionnel. La Bible, un peu la base de cette notion-là, c'est l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, qui précise bien que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Ça, c'est vraiment la base à retenir. Si on va un peu plus dans le détail de cette notion, qui est tenu au secret professionnel? Alors, encore une fois, c'est très large puisque ce même article du Code de la santé publique précise que le secret s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. On a même une disposition du Code pénal, hein, j'y reviendrai un peu plus tard, mais qui précise que le secret, il s'impose à toute personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Dans les faits, ça va concerner énormément de professionnels, pas seulement des professionnels de la santé au titre du Code de la santé publique, mais aussi des professionnels du médico-social. Je vous ai mis une liste ensuite, mais qui n'est pas exhaustive, hein, même les agents administratifs, les conseillers en économie sociale et familiale. Donc, c'est vraiment une notion très large et qui s'applique à beaucoup de professionnels. Quelles sont les informations qui vont être couvertes par ce secret professionnel? Encore une fois, on en revient toujours au même article, hein, qui est vraiment riche en enseignements sur ce secret. Le secret va couvrir l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel dans le cadre de son activité. En fait, comme pense bête, on peut retenir 3 critères cumulatifs qui vont faire que l'information est couverte par le secret professionnel. Déjà, il s'agit d'une information identifiante. En plus de ça, c'est une information qui va porter sur la vie privée. Et enfin, elle est obtenue à titre professionnel par ce professionnel de santé. Donc, si ces 3 critères cumulatifs sont réunis, alors on sait qu'on est en présence d'une information qui est couverte par le secret professionnel. J'en parlais tout à l'heure. On a une sanction à l'article 226-13 du Code pénal qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire. Alors, ça, on a vu le principe. Le principe, c'est le secret professionnel. Oui, mais voilà, dans les faits et dans la pratique de la prise en charge d'un patient ou dans la prise en charge d'un usager dans le médico-social, forcément, on a des situations où on va échanger ou partager entre professionnels ces informations-là. Encore une fois, ça, c'est 2 notions qui sont encadrées par le Code de la santé publique. Et puis, on va peut-être commencer par distinguer cette notion d'échange d'un côté et de partage de l'autre.
lorsqu'on parle d'échange de documents comportant des données de santé, on vise un flux de données qui est destiné à une personne clairement identifiée. L'exemple type, c'est l'envoi d'un mail par messagerie sécurisée. Là, vous envoyez un mail à une personne précise, ou un fax ou un appel téléphonique. Voilà, un professionnel précis et visé. Alors que le partage, ça va être une mise à disposition de plusieurs professionnels des données de santé utiles à la prise en charge du patient. L'exemple type, ça va plutôt être dans le cadre du dossier pharmaceutique, du dossier médical partagé ou des dossiers de réseau de santé. Là, vous mettez à disposition de plusieurs professionnels que vous n'identifiez pas individuellement ces données de santé. On a aussi un article très important, toujours dans le Code de la santé publique, c'est le R1110-2, qui lui liste tous les professionnels qui sont susceptibles d'échanger ou de partager des informations concernant un patient. Là déjà, si le professionnel n'est pas listé dans cette liste, il n'a pas à échanger des données de santé avec d'autres professionnels. Alors, toujours ce même article, on a des conditions. En plus de figurer dans cette liste dont je viens de vous parler, les professionnels peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, etc. Donc là, on a 3 critères en un paragraphe. Très important de les retenir. C'est les informations concernent une seule personne prise en charge, la même. Tous les professionnels qui échangent à ce moment-là participent réellement à la prise en charge de cette personne et ces informations sont strictement nécessaires à la prise en charge. Voilà, ce pas des informations qu'on a recueillies comme ça et qui ne feront pas avancer le processus de prise en charge. C'est vraiment important à ce moment-là de les échanger. Le petit point supplémentaire, et puis j'y reviendrai un peu plus longuement ensuite, c'est la notion d'équipe de soins. Lorsque les 3 conditions que je viens de vous énumérer sont réunies et qu'en plus on est en présence d'une équipe de soins, dans ce cas-là, les informations, elles sont réputées confiées par le patient à l'ensemble de l'équipe de soins. On verra un peu plus tard ce que ça veut dire concrètement, mais dans le cas d'une équipe de soins, on va encore un peu plus loin parce que le consentement du patient à partager ces informations avec tous les membres de l'équipe de soins est présumé. Justement, on va faire le focus sur l'équipe de soins. L'équipe de soins, c'est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à sa prise en charge et qui, donc là, c'est les conditions supplémentaires par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit exercent dans le même établissement, ça c'est clair, ou dans le cas d'une structure, je vous résume, hein, mais vous aurez de toute façon le support avec tout ça, soit se sont vus reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient, qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin. Concrètement, c'est le kiné qui prend en charge un patient sur prescription de son médecin, ou l'infirmière libérale à domicile, etc. Enfin, vous voyez bien ce cas qui se présente souvent. Puis on a un troisième cas, donc c'est soit, hein, à chaque fois c'est l'un ou l'autre. On a un troisième cas qui est un peu plus particulier, ça va être les professionnels qui exercent dans un ensemble comprenant au moins un professionnel de santé présentant une organisation formalisée, des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par arrêté. Alors, le fameux cahier des charges, je vous l'ai mis en bas de la slide, hein. Il a été publié au JO via l'arrêté du 25 novembre 2016, donc comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour le consulter. Concrètement, c'est des cas très, très spécifiques dans ce troisième point. Mais par exemple, on a les équipes de soins transfusionnelles ou encore les équipes de soins dans le cadre de l'activité de régulation médicale partagée. Donc voilà, ce troisième point, on rencontre quand même moins souvent et c'est très spécifique. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une fois que l'équipe de soins est caractérisée, le consentement du patient au partage de ces informations au sein de cette équipe, il est présumé. Et donc, pour faire un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, on a une liste de questions qu'il est bon de se poser quand on est professionnel de santé, ou en tout cas, quand on regarde ça d'un œil extérieur et qu'on veut savoir si les échanges sont bien faits dans les clous.
c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis à un moment clé de la prise en charge qui me permet d'échanger ou de partager à ce moment-là ces informations? Est-ce que je suis autorisée en tant que professionnelle? Donc, est-ce que je figure à cette liste de l'article R 1110-2 du Code de la santé publique? Mon rôle vis-à-vis de la personne me le permet-il? C'est-à-dire, est-ce que je participe réellement à la prise en charge de ce patient? Quelles données puis-je échanger avec qui? Donc, quelles sont les données strictement nécessaires à la prise en charge, comme on le disait tout à l'heure? Et puis enfin, comment informer la personne concernée? Parce que ça, c'est encore une question qui mériterait peut-être une présentation ad hoc, mais on a, le consentement de la personne, on a l'information de la personne qui est très importante. Et donc, de toute manière, il faut toujours que le patient ou l'usager, la personne concernée en tout cas, soit informé de ce que deviennent ces données de santé et qui aura accès. Merci Agnès. Alors peut-être avant de faire un focus sur les outils gérés par l'agence, est-ce que vous avez des questions? Alors on vous a présenté pas mal de choses, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez intervenir directement également si vous le souhaitez. Pas de questions? Bon, bah, du coup, on peut passer à la suite. Oui, alors pour faire la transition avec la présentation d'Agnès sur le régime de l'échange et du partage de données de santé, je vais vous présenter la messagerie sécurisée de santé qui est mise en place du coup par l'ANS. En fait, l'ANS a deux rôles dans le cadre de la messagerie sécurisée de santé, à la fois un rôle de gestionnaire de l'espace sécurisé, l'espace de confiance en la santé que je présenterai plus tard, mais aussi le rôle le plus opérationnel en fait d'opérateur de messagerie qui s'appelle Mailiz. Alors, le système MS Santé, du coup, c'est un système de messagerie électronique d'émission et de réception de messages qui permet aux professionnels habilités, c'est-à-dire les professionnels qui sont identifiés dans la liste de l'article R110-2 du Code de la santé publique, donc les professionnels habilités à échanger des données de santé par le Code de la santé publique, du coup, à échanger entre professionnels de façon sécurisée et dans un espace fermé des données de santé. Et on en parlera plus tard, mais depuis 2020-2021, avec l'arrivée de Mon Espace Santé, le périmètre de la MS Santé a été agrandi pour accueillir les usagers du système de santé. Donc maintenant, on peut avoir des échanges entre professionnels habilités et usagers qui bénéficient d'une messagerie MS Santé via Mon Espace Santé. Et du coup, l'espace de confiance, plus précisément, l'espace de confiance MS Santé, il se compose en fait de règles techniques et d'obligations que doivent respecter les acteurs, on les appelle les opérateurs, qui veulent rentrer dans cet espace de confiance. En pratique, en fait, ces opérateurs doivent signer un contrat qui s'appelle le contrat MS Santé et respecter les dispositions du référentiel MS Santé. Référentiel 1 opérateur. D'ailleurs, il y a un deuxième référentiel, mais qui est plus côté client de messagerie. Alors, les principales dispositions juridiques qui viennent s'appliquer aux acteurs de la MS Santé, il y en a plusieurs. En fait, on retrouve bien évidemment les règles du RGPD, les règles relatives à l'échange et du partage de données, mais on a également, à partir du moment où on a un traitement de données et une conservation de données, les règles relatives à l'hébergement de données de santé et plus généralement, en fait, le référentiel MS Santé et les opérateurs qui utilisent une messagerie sécurisée de santé doivent aussi s'assurer qu'ils sont en conformité avec les référentiels de sécurité et d'interopérabilité qui sont rédigés. Un petit focus aussi sur les règles applicables. Je rappelle que l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé n'est en soi pas une obligation, en tout cas pas de la MS Santé fournie par l'ANS, mais tous les professionnels de santé, eux, ont une obligation juridique, comme on l'a précisé plus haut en application des règles du RGPD, de mettre en place les mesures techniques et organisationnelles pour
assurer la sécurité des données. Alors, je parle des professionnels de santé, mais c'est en raccourci, en fait, c'est tout responsable de traitement. Donc, ça peut être le professionnel de santé, mais aussi une structure qui va utiliser l'AMS Santé. Donc, l'opérateur souvent agit en fait en qualité de sous-traitant pour certains des traitements des professionnels ou des structures de santé ou du médico-social. Et du coup, sans transition, on a fait un focus sur mon espace santé pour la messagerie, mais mon espace santé ne se résume pas qu'à ça. Frida, je pense que tu présentes un petit peu plus. Agnès. Pardon, Agnès, excuse-moi, le régime de mon espace. Oui, donc tu en as parlé un petit peu, Alexia. Mon espace santé a été créé en 2019 par une loi qu'on appelle OTSS, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. À l'époque, on parlait d'espace numérique de santé, ENS. Maintenant, on parle de mon espace santé. La finalité de mon espace santé, c'est de stocker et de partager des documents de santé en toute confidentialité. Et puis, il regroupe deux principales fonctionnalités. On a la messagerie sécurisée de santé, je ne reviens pas dessus, Alexia en a parlé. Et puis, on a le dossier médical qui permet de stocker les données, les documents liés à sa santé. Donc, c'est le DMP, vous connaissez, le dossier médical partagé. Pour refaire le lien un peu avec les notions RGPD, sur mon espace santé, on a une responsabilité conjointe du traitement qui est partagée entre le ministère chargé de la Santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Je reprends aussi ces notions RGPD dont on vous a parlé en début de présentation, mais depuis 2021, mon espace santé il est ouvert automatiquement pour tous les usagers, sauf opposition. Donc on a un peu inversé la tendance entre 2019 et 2021. On était sur une action concrète de la part de l'usager pour ouvrir son espace santé. Maintenant, c'est inversé, donc on a tous un espace santé par défaut, sauf si on s'y oppose. Ça a été possible parce qu'on a été informé, je pense que vous vous en souvenez, de l'ouverture de cet espace santé par l'organisme d'assurance maladie auquel on est tous rattachés. Dans cette information, on avait 3 éléments à retenir. On avait le fait qu'un espace numérique de santé est mis à disposition, les modalités de son fonctionnement, son articulation avec notre DMP. On avait aussi l'existence et les modalités d'exercice de nos droits, de s'y opposer, par exemple. On avait toute une procédure à faire sur le portail pour s'opposer à l'ouverture de notre espace santé. Et puis, on a aussi, dans cette information, les modalités de clôture de mon espace santé. Là, par rapport au RGPD, on avait une vraie information des usagers avant l'ouverture de cet espace. Toujours pour faire un parallèle entre ce service et puis les droits du titulaire à l'aune du RGPD, on a une information de l'usager sans délai à chaque fois qu'un professionnel ou un établissement accède à son espace numérique de santé. Toutes les actions qui sont réalisées, elles sont tracées, elles sont conservées dans cet espace santé. Le titulaire de l'espace numérique de santé, il a un droit d'accès, évidemment, puisqu'il peut se connecter à son espace santé, voir toutes les données de santé qui le concernent, tous les documents, etc. Il a aussi un droit de rectification, droit à la limitation, droit à l'effacement, etc. Et puis enfin, le titulaire, il peut décider de clôturer tout simplement son espace numérique de santé à tout moment. Et dans ce cas, les données contenues dans l'espace sont archivées pendant une période de 10 ans et elles sont supprimées automatiquement au-delà de 10 ans à compter de la clôture de l'espace. Merci Agnès. Alors, je crois qu'il y avait une question de Béatrice dans le chat. Je suis désolée, je n'ai pas accès au oui, il y a deux questions sur le chat. Je te ton ordre du coup. Oui, excusez-moi, en fait, Oui, vas-y. vas-y Béatrice, tu peux réagir. Une question par rapport à la première partie, ça m'est revenu, mais bon, on pourra la traiter à part si vous voulez. C'était par rapport à la notion de cycle de vie de la donnée de santé et en particulier à la donnée de santé numérique. Est-ce que vous Qu'est-ce que pouvez tu nous entends faire par données de santé? Alors, cycle de vie,
OK. Qu'est-ce que tu entends par données de santé numériques pour toi? Bah, la donnée de santé numérique, c'est quand elle est stockée, par exemple, elle est dans le DMP. Ouais, bah, la donnée de santé à caractère personnel, quoi, du coup, Ouais, voilà, c'est ça? par Mmh. rapport à une donnée de santé, voilà, enfin et hem et voilà, le cycle de vie par rapport il y a la notion de il y a j'ai lu des choses là-dessus, mais il y a la notion d'archivage, il y a la notion de après il y a la destruction, enfin je sais plus. Il faut que Tout à je fait. repotasse là-dessus, mais si vous aviez des éléments ou des choses sur lesquelles je peux aller fouiller, je serais preneuse. OK, tout à fait. Donc on a effectivement des éléments. Alors on n'avait pas c'est vrai qu'on n'avait pas prévu de faire aujourd'hui un focus sur tout le cycle de vie de la Oui, donnée de je santé, comprends, bien mais sûr. ta question, elle est très intéressante dans le sens où, le cycle de vie commence, dès le moment où la donnée, en fait, quelque part, elle est traitée, dès lors que tu vas t'interroger, comme le disait Alexia, sur la Mmh. finalité, du traitement, sur le sujet durée de conservation des données, sur l'hébergement des données de santé. Là, je vais faire un petit focus là-dessus et effectivement, après, tu vas avoir tous les sujets liés à l'archivage des données de santé à caractère personnel. Donc ça, D'accord. effectivement, c'est des éléments qu'on pourra te communiquer en Ah oui, interne. avec plaisir. D'accord, merci. Mais quelle était ta question précise, en fait? Parce que est-ce que tu as besoin d'avoir un schéma sur le cycle de vie de la donnée de manière générale, ou est-ce que tu as une question précise justement sur une des étapes du cycle Non, de non, vie de c'est la de façon donnée? générale de D'accord, comprendre OK, les étapes très bien. et qu'est-ce qui se passe à chaque étape. D'accord, Qu'est-ce OK. que qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'on comment on traite la donnée de santé à chaque étape. OK. Voilà, c'était Comment toi, ça. en tant que responsable de traitement qui va être amené à traiter une donnée, quelles sont les étapes à suivre? Bon, de toutes les façons, on a commencé à les évoquer, Voilà, mais c'est oui. vrai que la seule partie, sur laquelle on n'a pas fait un focus, c'est sur l'archivage, Oui, qui pour voilà. le coup, dépend même pas que du ministère, de la santé, puisqu'il y a également, des questions qui sont traitées par le ministère, de la culture, justement. Mais en tout cas, sur le cycle de vie de la donnée en tant que telle, on pourra te communiquer, on a des Ah, slides, on a des supports, il y a pas de souci. super, merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'il y avait une deuxième question, Agnès, peut-être sur, mon espace santé. Je l'ai pas vu encore, Une mais question sur l'espace santé. L'espace santé est ouvert par défaut, mais il doit être activé par la personne. S'il n'est pas activé, les professionnels peuvent déposer au DMP sans que l'usager soit notifié. Alors, donc on est dans un régime d'ouverture automatique sauf opposition. Donc, l'espace santé, il sera ouvert quand même, mais de ma compréhension, par contre, pour que les professionnels puissent déposer des documents sur l'espace santé, il faut que l'usager les ait autorisés à le faire. Donc, c'est une réponse un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que, en théorie, l'espace santé, il sera créé, il sera ouvert, mais en effet, tant que l'usager n'a pas permis aux professionnels d'alimenter cet espace santé avec des documents et le dossier, le DMP plus particulièrement, dans ce cas, ils ne pourront pas le faire. Donc oui, et de toutes les façons, ça rejoint, ce dont je sais plus si c'était Alexia ou Agnès qui en parlait tout à l'heure par rapport à l'information de la personne qui est concernée. Dès lors que le professionnel de santé va être amené à déposer, des documents de santé, dans l'espace santé, il faut dans tous les cas, qu'il informe le professionnel de santé. Du coup, il peut pas le faire effectivement s'il a pas informé le patient. Donc le patient, il sera bien informé, que des données auront été déposées sur l'espace, par le professionnel de santé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou on Non, passe, c'est bon. OK. Donc, sans transition, on passe à l'hébergement des données de santé. Donc Alexia et Agnès ont fait un focus sur tout ce qui était lié à l'échange et au partage de données de santé et ont illustré, via, les outils, notamment, l'AMS Santé qui est géré, par l'ANS et Mon Espace Santé. Donc là, moi, je vais vous faire un focus plus sur tout ce qui est lié à la conservation des données de santé, hein, puisque le responsable de traitement et le sous-traitant, dans le cadre du RGPD notamment, on dit qu'ils sont tenus de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour garantir la protection des données de santé. L'hébergement des données de santé, c'est justement une mesure de sécurité à mettre en place pour garantir l'hébergement des données de santé. Alors, on va voir que l'hébergement des données de santé, il n'est pas toujours requis, mais dès lors qu'un responsable de traitement souhaite externaliser des données de santé auprès d'un prestataire tiers, ce prestataire-là, il est tenu d'être certifié HDS. Alors donc oui, donc l'hébergement des données de santé, qu'est-ce que c'est? Donc c'est
donc il est encadré par l'article L1111-8 du Code de la santé publique. Et qu'est-ce que dit cet article L1111-8 du Code de la santé publique? Que toute personne qui va héberger des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion, donc soit d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de suivi social et médico-social, pour le compte d'une personne physique ou d'une personne morale qui va être à l'origine de la production ou du recueil des données. Alors, ça peut être le professionnel de santé. Cette personne-là, comme je le disais, elle doit être titulaire d'un certificat de conformité qui est délivré par des organismes de certification. Alors, je vais revenir sur la genèse de l'encadrement de l'hébergement des données de santé. Alors, avant 2018, on était sur ce qu'on appelle l'agrément des hébergeurs de données de santé. L'obligation d'agrément pour l'hébergement des données de santé à caractère personnel, elle a été instituée, encadrée par la loi Kouchner de 2002 relative aux droits des malades et au système de santé. Et donc, cette procédure d'agrément, elle avait quel objectif? L'objectif d'encadrer, de contrôler les prestataires qui proposaient des services d'hébergement de données de santé, afin, comme je le disais tout à l'heure, de garantir un niveau de sécurité suffisant. L'objectif, c'était vraiment de protéger les bases de données de santé, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les données de santé sont des données dites sensibles. Alors, pour reprendre de manière pratico-pratique, donc l'hébergement concerne qui et quoi? Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout responsable de traitement de données de santé ou tout patient, parce que ça peut très bien être un patient qui décide de confier l'hébergement de ces données. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui confie à un tiers. Le tiers, c'est celui qui va héberger les données au nom et pour le compte du responsable de traitement. Et très important, lorsqu'il s'agit de données de santé, il faut toujours s'interroger sur à quelle occasion ces données elles ont été recueillies. Donc, comme je disais tout à l'heure, dès lors qu'il s'agira de données qui sont recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, soins, suivi social ou médico-social, il faut s'interroger sur est-ce que ces données doivent être hébergées par un prestataire tiers? Donc, on est passé de l'agrément à la certification. Alors, je vais changer de slide pour vous expliquer un peu quelles étaient les procédures. Donc, dans le cadre de l'agrément, on avait un hébergeur, enfin un candidat à l'hébergement qui souhaitait être agréé hébergeur de données de santé. Il déposait son dossier à l'Agence du numérique en santé. Alors, à l'époque, c'était l'ASIP Santé. Donc, l'ASIP Santé instruisait son dossier sur 2 volets. Donc, on avait un volet juridique et éthique et un volet plutôt technique. Donc, nous, on réalisait une pré-instruction. Une fois qu'on avait réalisé cette instruction, le dossier était transmis à la CNIL pour que la CNIL analyse à son tour le dossier d'agrément sur les mêmes volets, le volet juridique et le volet sécurité. Donc, une fois que la CNIL avait rendu son avis, on avait un comité d'agrément des hébergeurs qui se réunissait justement pour, à leur tour, donner un avis sur les dossiers, autant sur le volet juridique et technique. Et on avait ensuite l'avis de la CNIL et l'avis du comité d'agrément des hébergeurs qui était transmis au ministère, qui devait statuer sur la décision d'agrément. Donc, ça pouvait être une décision positive ou négative si les conditions, que ce soit sur le volet juridique ou sécurité, n'étaient pas recueillies. Pourquoi on est passé à une procédure de certification? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était sur du déclaratif. En fait, les candidats déposaient leur dossier d'agrément, mais l'ANS n'avait pas la possibilité de réaliser des audits a priori. La CNIL avait la possibilité de le faire a posteriori pour aller vérifier que justement les mesures de sécurité étaient bien mises en place, le contrat, la répartition des rôles et responsabilités entre l'hébergeur et le responsable de traitement était bien définie, mais ça restait du déclaratif. Avec la certification, aujourd'hui, ce sont des organismes certificateurs qui vont être accrédités par le COFRAC, qui vont aller auditer justement les hébergeurs sur site et qui vont aller vérifier justement que les exigences qui sont définies par les hébergeurs ont bien été mises en place. Donc voilà. Donc l'hébergement, la certification, elle est délivrée pour une durée de 3 ans avec la possibilité, donc ça c'était également le cas dans le cadre de l'agrément et c'est également le cas dans le cadre de la certification, la possibilité pour l'hébergeur de demander le renouvellement de cette certification.
Aujourd'hui, on compte plus de 200 hébergeurs certifiés. Donc, on voit que c'est une procédure qui marche plutôt bien. Les hébergeurs, ils sont certifiés sur des activités. On en a 5. Donc voilà. Et quel est le rôle de l'ANS aujourd'hui? Notre rôle, il a quand même pas mal évolué puisqu'on est passé de groupement d'intérêt public qui instruit les dossiers d'agrément. Aujourd'hui, on va venir définir les référentiels, les exigences des référentiels de certification et d'accréditation que vont devoir respecter les hébergeurs pour être certifiés HDS. Et on anime également des groupes de travail thématiques sur des problématiques liées notamment au champ d'application de l'hébergement des données de santé, clarification d'activités et retour terrain des hébergeurs. Donc, voilà pour nous. On va passer à la session de questions-réponses. Du coup, je vais faire la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. On s'est dit beaucoup de choses. N'hésitez pas. Ou si ça peut être des réactions, si vous voulez nous remonter. Alors, des retours terrain. Alors, quand va sortir le nouvel référentiel? Donc, le référentiel, il a été mis à la concertation fin octobre. Fin octobre, novembre. Donc, il faut savoir qu'on a quand même eu 250, voire 260 retours de concertation. Alors là, c'est fini. On a intégré les retours de concertation. Les prochaines étapes, ça va être une saisine de l'ADAGE, du ministère, et la CNIL et la Commission européenne. Donc, on espère pouvoir sortir le référentiel au plus tard, je dirais, juillet, août. Voilà. Mais en tout cas, ce sera au plus tard à la rentrée, au mois de septembre. Allez-y, je vous en prie. N'hésitez pas à intervenir directement. Oui, bonjour. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure sur l'espace de santé qui est donc ouvert par défaut et qui doit a priori être activé par en tout cas, la personne doit autoriser pour permettre le dépôt de documents. Moi, je travaille pour un cabinet de conseil et on accompagne beaucoup d'institutions en fait, donc qui ont beaucoup de personnes, notamment certaines sous tutelle. Et ça voudrait dire que tant qu'ils n'ont pas autorisé le dépôt, on ne pourrait pas donc, enfin l'établissement ne pourrait pas déposer au DMP certains documents. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? En sachant que, évidemment, les établissements sont soumis à des taux d'usage cibles, notamment dépôt au DMP. Et moi, j'ai fait une formation la semaine dernière où on m'a dit qu'a priori, la plupart des personnes qui les accompagnaient n'avaient pas activé leur compte et n'avaient pas autorisé quoi que ce soit. Donc j'ai peur de ne pas bien comprendre ou il y a peut-être une nuance qui m'échappe. La nuance, c'est l'information de la personne concernée, en fait. Je vois mal le professionnel de santé, les établissements de santé déposer des informations concernant la personne sans que cette dernière soit informée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Est-ce que ça a été nuancé par rapport à l'information des personnes concernées ou pas du tout? Parce que ça, l'information des personnes, c'est primordial. Enfin, c'est le RGPD qui le prévoit notamment. Donc, Oui, alors en fait, ils prévoient dans leur livret d'accueil, par exemple, d'informer les personnes, enfin voilà, c'est réglementaire, d'avoir un alinéa supplémentaire sur l'information. Ils prévoient également d'expliquer aux personnes l'objectif du DMP et bon, quand on aura la matrice d'habilitation aussi, pouvoir communiquer sur qui a le droit d'accéder à quoi. Ça, c'est une vraie question du terrain qui freine pour l'instant. Nous, les clients qu'on accompagne, ont décidé de ne rien déposer pour l'instant dans l'attente de la matrice d'habilitation claire et précise. Voilà. Mais donc, ils informent en fait la personne. Mais une fois que c'est ouvert et que c'est notifié, la crainte, c'est que les professionnels échangent entre eux des données, qu'ils en soient notifiés peut-être, mais comme eux, ils n'accéderont pas à leur espace, ils ne sauront pas. Mais là, pour le coup, vous avez parlé d'échanges entre professionnels de santé. Là, dans le cadre de mon espace santé, on est vraiment dans le cadre d'un échange entre le professionnel de santé et le patient, pour le coup. Donc, du coup, voilà. Après, à partir du moment où le patient il a été informé, vous parliez du livret d'accueil. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pas mal travaillé dans le cadre du programme SI-SAMU et je sais que le livret d'accueil, alors oui, c'est une information, mais est-ce qu'elle est suffisante? Aujourd'hui, en pratique, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas parce que lorsqu'on remet le livret d'accueil au patient, il ne le lit pas toujours. Donc, en fait, il faudrait que l'information soit claire, transparente et précise. Donc, je ne suis pas certaine que le livret d'accueil soit suffisant, mais dès lors que le professionnel de santé a informé le patient, bon, il faut voir.
faut voir en pratique. Mais le livret d'accueil, ça me semble pas suffisant, à mon sens. Non, ils font d'autres explications, etc. Mais bon, voilà, la D'accord. crainte, c'est effectivement que si la personne n'accède pas à son espace, que des professionnels puissent déposer et consulter des documents sans que eux en soient notifiés, en fait. Bah, ok, d'accord. Ouais, c'est une vraie question, effectivement. Bon, je vous ai écrit un petit mail parce que peut-être que la réponse n'est peut-être pas immédiate, effectivement, mais c'est un retour terrain. Non, mais c'est très Ça et la intéressant. matrice d'habitation. Ouais. Ok, parce que nous, c'est vrai que on gère pas directement mon espace santé, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des retours terrain. Nous, on serait plutôt à dire forcément en tant que juriste que ben, le professionnel de santé, il est tenu d'informer le patient et pas juste sur les données qu'il va déposer. En principe, le patient, il est censé être au courant des professionnels de santé, enfin l'équipe de soins qui sont amenés à intervenir dans le cadre de sa prise en charge, en fait. Donc, mais peut-être qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce que là, on parle de personnes qui peuvent être quand même avec des niveaux de handicap différents. Et des tuteurs qui sont parfois pas forcément des tuteurs familiaux. Enfin, je vous ai écrit un petit mail, comme ça la Très bien. réponse Bah, on va peut-être se peut arriver renseigner. dans un C'est second une question temps. qui est intéressante, notamment concernant la tutelle ou le handicap. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre. On va se renseigner. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie. Béatrice qui a une question sur la différence entre données de santé anonymisées et pseudonymisées. Alexia, tu vas répondre? Oui, je peux prendre la question. Alors, en fait, la différence entre une donnée anonymisée et pseudonymisée, pardon. En fait, une donnée anonymisée, normalement, hein, on ne peut plus revenir vers la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus identifier la personne, alors que la donnée pseudonymisée, en fait, en faisant des croisements de données, même si on remplace la donnée par un numéro, si on croise plusieurs bases de données, on pourra revenir réidentifier en fait la personne. Et c'est un critère vraiment important parce qu'en fait, une donnée à caractère personnel, elle est qualifiée en fait de donnée à caractère personnel lorsqu'on arrive à identifier une personne directement, c'est-à-dire qu'on va avoir son nom ou son prénom ou indirectement. Donc, en croisant plusieurs bases de données. Et donc, en principe, une donnée anonymisée, on ne devrait plus pouvoir réidentifier la personne. Cependant, la CNIL a fait vraiment pas mal de recommandations et de guides sur ces deux notions parce que techniquement, en fait, rendre une donnée anonymisée, c'est très compliqué. Souvent, en fait, on parle d'anonymisation alors qu'en réalité, on est plutôt sur de la pseudonymisation. D'accord. Pour arriver à l'anonymisation, c'est vraiment très compliqué. Et ce qui est un petit peu complexe aussi, c'est que, en fait, si on arrive à de la donnée anonymisée, souvent, elle perd un peu aussi l'intérêt de pourquoi est-ce qu'on l'a collectée initialement. Souvent, c'est le fait qu'on puisse quand même garder ce caractère, qu'on puisse revenir vers la personne qui est intéressant, mais c'est une très bonne question. En fait, dans l'usage, on utilise un peu les deux termes de manière assez équivalente, mais vraiment l'anonymisation, au sens en tout cas des critères de la CNIL, c'est quelque chose de très précis et de techniquement assez complexe à atteindre. Et du coup, données de santé, c'est quand c'est une donnée qui va se rapporter à l'état de santé, non plus d'une personne, mais par exemple, des prescriptions médicales, une donnée relative à des maladies ou des indicateurs complètement anonymisés sur le cancer en France, par exemple. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Si. Parce que dans le cadre des études cliniques, par exemple, là, il faut complètement… là, pour le coup, c'est anonymisé. Non, pas spécialement. Je pense que ça doit dépendre également des cas, parce qu'il y a des études… Oui, c'est vrai. En fait, dans le cadre de la recherche, il y a aussi une problématique de quand on arrive, grâce à cette recherche, à identifier qu'il y avait un risque en fait pour la personne. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de pouvoir la recontacter Exact, oui. Ça dépend vraiment en fait des traitements. C'est dur de donner une réponse générale, mais il y a des cas où oui, en effet, c'est anonymisé, et des cas où c'est plus de la pseudonymisation. Mais en tout cas, on va revenir sur ça, mais c'est toujours l'information en fait de la personne concernée qui est importante. D'accord. Mais c'est vrai que la question est intéressante parce que même nous, on le voit dans le cadre des projets où parfois les opérationnels vont nous dire que c'est anonymisé. Et pourtant, nous, on n'est pas technique. Mais au final, on se rend compte en creusant, en posant des questions que
il n'y a pas d'irréversibilité et qu'au final, on rentre plus dans le cadre de la pseudonymisation que dans l'anonymisation. Donc, je rejoins totalement Alexia sur le fait que anonymiser, c'est pas toujours simple, effectivement. D'accord, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Moi, je regarde. Ça va. Allez-y, je vous en prie. J'en profite un petit peu pour poser mes questions, effectivement. Est-ce que vous me confirmez que les personnes qui sont sous tutelle totale, du coup, la tutelle se substitue entièrement à la personne, notamment à l'accès du DMP? C'est une très bonne question. Alors là, en toute honnêteté, je ne saurais. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais je veux quand même pas vous dire de bêtises. Il faut qu'on vérifie. Le DMP étant géré par la CNAM, hein. Mais c'est une très bonne question. De toute façon, ça rejoint un peu votre question, donc on va regarder, mais c'est une très très bonne question. Ok, bah, je vous la mets dans le mail Parce que également, du ça coup, vous pose nous des parlez questions éthiques. Ouais, tout à fait. Parce que vous nous parlez de confirmation, vous avez eu l'occasion d'échanger, de poser la question dans un autre cadre? Non, c'est parce que j'ai instinctivement, comme vous, vu que la loi, c'est que la personne se substitue entièrement, je vois pas pourquoi là, pour l'accès au DMP, il y aurait une exception, mais donc J'aurais tendance à raisonner comme vous. Il faut quand même que je vérifie ce point. C'est la première fois qu'on nous pose cette question. Donc, elle est très intéressante. On va regarder ça. Donc, ça pose des questions éthiques, hein, à partir du Tout à moment où on fait. dépose au Ouais. DMP, par exemple, des projets personnalisés ou des choses comme ça. Bah, là aussi, ça freinera si les tuteurs ont accès à toutes les données de santé de la personne. Ok, merci. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de s'arrêter là. On va voir avec les équipes, Alice notamment, comment est-ce qu'on peut vous communiquer le support. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Frida? Oui, on t'entend bien. Alors, juste avant qu'on se quitte, effectivement, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de répondre juste à un petit questionnaire de satisfaction. Donc, je vais vous présenter une petite slide avec un petit QR code à scanner, s'il vous plaît, pour que vous puissiez donc, nous indiquer votre satisfaction, qu'on espère optimale, bien sûr. Merci beaucoup, Frida, Alexia et Agnès, pour la formation. Et oui, comme tu le disais, Frida, on vous enverra donc par mail, puisque j'ai vos adresses mail, le support et l'enregistrement de la session également. Super. Je vous partage. Merci beaucoup de votre présence en tout cas et pour les questions intéressantes. Merci beaucoup. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec le petit QR code à droite à scanner? Oui. Super. Je vais vous laisser. Nous, on y participe. Si on y participe, on va fausser le résultat. Génial. Vous aurez une super, du coup, hein, vous avez le droit. Deux petites minutes et puis ensuite, effectivement, on pourra clôturer la session si ça vous va. Et si c'est bon pour vous, je vais arrêter de partager cette slide. Je vous l'enverrai, hein, bien sûr, avec tous les autres documents. Comme ça, vous pourrez la compléter plus tard si vous le souhaitez également. Et puis, je vous propose peut-être qu'on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super. Pour votre participation. Merci. Passionnant. Au revoir.
Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Très, très bonne journée. Au revoir.